Et en plus, l'objectif principal de ces fêtes, c'est de propicier une abondance et justement la récolte, comme le montre ce court récit de Bhaktapura, où un marchand qui traite des graines ou de sésame voit que nonobstant de bonnes ventes, son approvisionnement de graines ne se réduit pas. Et il découvre, et à l'intérieur de son sac, où il met toutes ces graines, une idole, une statue de Narayana Madhav, un avatar de Vishnu, qui représente ici une abondance et un bien-être pour la récolte. Nous avons vu alors que la fonction centrale de ces célébrations est celle d'accueillir l'avènement du printemps, une saison importante de renaissance qui marque le commencement des travaux agricoles. À côté de ces rituels pour la fertilité, nous devons maintenant nous focaliser sur des pratiques plus spécifiquement liées à la propitiation du bétail. Nous rappelons par exemple que cet intérêt pour le bétail se manifeste beaucoup dans les célébrations du Lohri, une autre fête qui se réalise le jour du Magha Sankranti dans l'Inde du Nord, donc principalement à Himachal Pradesh et à Uttarakhand. Et cet intérêt se manifeste avec une organisation de courses de chars qui sont traînés par des bœufs et par des foires où l'on vend des vaches et des bœufs. Mais pour avancer dans la discussion de ces rituels, pour le solstice d'hiver, nous devons faire un voyage plus long et aller jusqu'aux terres tamoules, donc dans le Tamil Nadu de l'Inde méridionale. Et nous analysons donc rapidement une des fêtes les plus importantes pour les groupes ethniques de langue dravidienne qui habitent le sud de l'Inde, et c'est le Pongal. Le Pongal est une fête qui se célèbre aussi le premier jour du mois de Thaï, que pour ces groupes ethniques c'est le 15 ou le 16 janvier, tout comme le solstice d'hiver et au Népal et dans les autres régions du Nord. Cette fête représente donc le solstice d'hiver et marque la fin de la mousson d'hiver qui touche l'Inde du Sud et qui coïncide avec le début de la récolte du riz. C'est une fête, comme pour le Magha Sankranti, une fête solaire et printanière. Ces festivités se développent sur 4 jours et nous nous focaliserons principalement sur le 3e jour qui s'appelle le Mattu Pongal, qui est le Pongal, la grande fête du bétail. En effet, le but de cette festivité est de célébrer le bétail, et le jour de cette fête, les villageois offrent aux bœufs un jour de repos pour leur manifester leur gratitude pour le dur travail de labourage des champs. Le matin, donc, les vaches et les veaux sont décorés et leurs cornes aussi sont nettoyées et colorées avec différentes épices. Et ensuite, les animaux sont amenés en une procession dans les ruelles du village. Dans certains districts du Tamil Nadu, et c'est ce qui nous intéresse le plus, on peut voir un autre rituel qui accompagne les célébrations du bétail au cours des festivités du Pongal. C'est le Jallikattu, une sorte de tauromachie qui voit un ou plusieurs hommes qui affrontent un taureau pour chercher à l'apprivoiser. Le terme Jallikattu, qui est encore utilisé aujourd'hui, serait une modification phonétique liée à l'époque de l'occupation anglaise du mot tamoul Challikattu, qui signifie, qui met en évidence une action de exhiber kattu, une pièce de cuivre, d'argent et d'or, le challi, attaché aux cornes de l'animal. Au cours de cette bataille cérémonielle, un homme donc doit affronter le taureau et chercher à l'apprivoiser pour pouvoir récupérer ce petit sachet. Et pour faire ça, il doit s'accrocher à la bosse graisseuse de l'animal et en quelque sorte résister le plus longtemps possible jusqu'à quand il n'arrive pas à détacher ce petit ruban ou le petit sachet. Et c'est très intéressant car cette tradition est très ancienne, car elle dériverait d'une pratique matrimoniale et un usage
chez les anciennes populations arrières de l'Inde du Sud. Le Erutaluvodal, qui consistait à mettre une fille en mariage pour un jeune qui restait le plus longtemps accroché ou aux cornes ou à la bosse graisseuse d'un taureau au cours de ces compétitions. Je vous fais voir une autre vidéo du Jallikattu. Et la chose intéressante, c'est de voir cette activité de rester accroché très longtemps et à la bosse du taureau. Et à la fin, le vainqueur, il reçoit un prix. Et tout de suite après, un nouveau taureau sort de la porte que vous avez vue, ou peut-être pas, vu la qualité de la vidéo. Oui, voilà, de cette porte-là, il sort et à chaque fois, il y a un nouveau animal et une autre personne est à droit de l'affronter. Voilà. Voilà. Nous voulons quand même introduire quelques considérations sur la vitalité de la pratique du Jallikattu dans les traditions tamoules contemporaines qui peuvent être très utiles pour ouvrir un débat au cours de ce colloque. Il faut savoir que depuis quelques années, ces batailles bovines sont devenues dans le Tamil Nadu et dans l'Inde entière un cas médiatique qui voit une opposition entre les associations indiennes pour les droits des animaux et les comités organisateurs de ces célébrations. En effet, en 2011, le gouvernement indien avait notifié une interdiction qui concerne les jeux taurins sur tout le territoire indien. Mais une loi locale de l'État du Tamil Nadu, signée aussi par le gouvernement indien en 2009, et a donné une possibilité de continuer et organiser ces Jeux jusqu'à 2016. En 2014, un nouveau interdit de la Cour suprême a déclenché des protestations très violentes au Tamil Nadu et le gouvernement central, épouvanté de perdre les voix de l'État du Tamil Nadu pour les prochaines élections de l'Assemblée législative de 2016, il s'est opposé à cette décision et a approuvé une organisation des Jeux pour les années 2015 et les années 2016. Et cela nous montre donc que le Jallikattu et ces célébrations représentent une revendication identitaire très forte pour ces peuples. Et en plus, il faut encore noter que ces jeux taurins, ils représentent aussi un moyen de sauvegarde et de protection des races bovines autochtones. En effet, à cause des enjeux apportés par le monde moderne, la population bovine autochtone de l'Inde a eu une régression très forte. Et cela a contribué à l'érosion de la biodiversité des terres tamoules. Les races bovines locales sont maintenues par un système d'élevage qui est vraiment typique de ces terres, où les jeux taurins représentent un passage fondamental de conservation de l'espèce. Et en effet, malheureusement, depuis cette interdiction en 2014, de nombreux éleveurs ont vendu leurs animaux et aux abattages pour environ 20 000 roupies par tête de bétail, et alors que ces mêmes animaux qui appartiennent à des races autochtones et qui participaient au Jallikattu, il apportait aux propriétaires des revenus très importants, et en plus, les animaux qui participaient aux compétitions et qui en quelque sorte gagnaient, donc ils ne se faisaient pas accrocher par les humains qui les affrontaient. Ils étaient demandés comme animaux de monte et ils contribuaient ainsi à la reproduction de leur espèce. Pour les conclusions,
Donc, après cette digression apparente qui nous amène jusqu'aux terres tamoules de l'Inde méridionale, où s'affrontent hommes et animaux dans les célébrations du Jallikattu, nous pouvons revenir à un alpage dans l'Himalaya du Népal, en rapportant et avec nous quelques éléments utiles pour la comparaison qui nous aide donc à mieux comprendre les pratiques locales du Guru Judai et à les insérer dans le cadre des rituels pour la fertilité et de la propitiation du bétail. Premièrement, il faut souligner que les traditionnelles batailles bovines du Népal, telles qu'elles sont organisées de nos jours, ne représentent pas des traits particuliers qui puissent nous suggérer un lien précis avec les célébrations du solstice d'hiver, sinon la date au cours de laquelle sont organisées. C'est en focalisant notre attention au niveau du rituel que nous avons pu déceler une importance de cette date dans un ensemble de festivités du monde hindouiste. Le Maghe Sangranti, comme nous avons vu, représente un moment important dans la conception cyclique des saisons. Donc, c'est un avènement du printemps après les mois froids et le commencement des travaux agricoles. C'est très intéressant de voir ce mythe tamoul, car il nous permet de mettre en évidence le lien avec des pratiques liées à l'agriculture et des pratiques liées à la propitiation et au culte du bétail. Et en effet, dans ce mythe, Shiva envoie Nandi, qui est le véhicule et avec lequel il s'accompagne sur la terre pour dire aux hommes de prendre un bain et de faire un massage d'huile une fois par jour et de manger seulement une fois par mois. Mais malheureusement, Nandi fait une erreur et il dit aux hommes de manger une fois par jour et de se laver et de prendre un massage seulement une fois par mois. À cause de cette erreur, donc, la terre n'a plus suffisamment de semences pour nourrir tous ses habitants. Et donc, Shiva demande à Nandi de vivre chez les hommes pour les aider dans les travaux de labourage du champ. Et voilà donc, dans ces célébrations, à côté des cultes pour le bétail, nous retrouvons aussi des jeux taurins comme le Jallikattu de l'Inde du Sud et dans l'Himalaya, le Guru Judai. Et les réflexions conduites à partir de notre travail comparatif de l'Inde tamoule jusqu'à l'Himalaya du Népal nous autorisent donc à avancer une hypothèse que la pratique du Guru Judai dans les collines du Népal central représente bien un aspect de ces festivités pour la fertilité et pour la propitiation du bétail et qui appartient à un cadre plus général des célébrations pour le solstice d'hiver. Je vous remercie pour votre attention. Merci Fabio. Je voulais savoir si quelqu'un par hasard avait des réactions à l'intervention ou des questions simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup Fabio pour cette très intéressante communication. Donc, je suis Frédéric Saumat, anthropologue Université d'Aix-Marseille, et j'ai beaucoup travaillé sur les cultures tauromachiques précisément au sens large, j'ai compris sur le rodéo américain. Et donc je suis évidemment passionné. J'avais entendu parler des Jallikattu, mais donc que vous reliez juste a priori justement à des rites anciens de fertilité. Mais il y a aussi, j'ai l'impression à vous entendre, hein, je suis totalement incompétent dans le domaine indien, hélas pour moi, mais il y a aujourd'hui une valorisation commerciale en tant que spectacle, hein, puisqu'on voit qu'il y a une plus-value de l'animal qui participe au jeu par rapport à l'animal à viande, qui vaut à peu près 10 fois sa valeur. Hein. Et donc là, vous ne nous avez pas trop parlé de cet aspect commercial et spectaculaire, et j'aimerais avoir plus de
peut-être de précision là-dessus, comment ça se déroule et comment ça évolue précisément vers quelque chose qui serait plus moderne et peut-être moins en rapport avec des rites de fertilité, enfin, ou ça reste en rapport, mais comment? Voilà.